Nous allons commencer et j'ai le plaisir d'ouvrir cette deuxième journée du colloque Freud au Collège de France. Et nous allons commencer par une présentation de Claudine Arroche. Et je vous rappelle que la biographie des intervenants se trouve dans le programme. Et donc, nous commençons tout de suite avec l'exposé de Madame Claudine Arroche. Merci. Alvax raconte dans ses carnets que lorsque sa mère reçoit les cadres sociaux de la mémoire, elle lui écrit « Je retrouve là tes auteurs de prédilection, Proust, Bergson, Freud ». Je me suis posé la question de l'apport de Freud au texte que Alvax a consacré à la psychologie collective et à la question du moi. Je n'ai pas trouvé de référence explicite à Freud, mais on y devine sa présence. J'ai eu l'impression, au-delà du fait qu'il recourait à des termes parfois identiques, la psychologie collective et sociale, qu'ils avaient l'un et l'autre des affinités. Ils s'intéressaient à des questions analogues par des voies différentes. Alvax s'attache à comprendre les institutions, ce qu'il appelle le moi social et individuel. Freud cherche à comprendre le fonctionnement des foules, des masses, celle encore du moi, dans l'appareil psychique au travers de trois instances, le moi, le surmoi, le ça. Je vais donc revenir au rapport que Piéron fait en mars 1943 à l'Assemblée des professeurs pour présenter la candidature de Alvax au collège. Je vous en livre quelques passages qui peuvent nous intéresser. L'intitulé de la chaire, d'abord, quelques repères biographiques, les liens intellectuels et personnels qu'Alvax a entretenus avec certains professeurs du collège, la façon dont il a été marqué par leurs travaux. En premier lieu, quelques mots sur le rapport d'Henri Piéron. Piéron propose la création d'une chaire de psychologie collective, s'inscrivant dans une tradition d'enseignement de sciences sociales, celle en particulier de Tarde. Piéron rappelle que Tarde a eu une grande influence comme pionnier de la psychologie sociale, en la faisant connaître, en Amérique aussi bien qu'en Italie, cette psychologie reposant sur les lois de l'imitation en société. Piéron souligne la nécessité, nous sommes en 1943, de faire des recherches sur les relations entre les comportements humains et les facteurs sociaux susceptibles de les expliquer pour se saisir et éclairer les problèmes les plus préoccupants de notre vie sociale, de dégager les grandes lois de la vie sociale et d'établir la genèse des formes essentielles de la pensée collective. Le domaine est immense, reconnaît Piéron, se posant alors la question de savoir s'il existe quelqu'un susceptible d'avoir mené ce type de travaux. Et c'est là qu'il prononce le nom de Maurice Alvax. Piéron rappelle qu'Alvax a été élève de Bergson au lycée Henri IV et sera durablement en profondeur marqué par Bergson, ce qui ne l'empêchera pas de polémiquer avec lui. Piéron souligne qu'Alvax occupe une place à part dans les sciences sociales. Il réalise en effet, d'une certaine façon, la synthèse de Tarde et de Durkheim. Alvax intègre le social dans la psychologie individuelle, tant qu'on a cru que la représentation collective n'était qu'une somme de pensées individuelles, écrit ainsi Alvax dans un ouvrage consacré à la morphologie sociale. Comment aurait-on attribué à la société la faculté de se percevoir, puisque chaque individu paraissait ne percevoir que son corps à lui et ceux qui l'entouraient immédiatement. Alvax poursuit alors, une vue d'ensemble n'est pas une juxtaposition de vues fragmentaires. Il fallait reconnaître que l'individu peut percevoir davantage dans la mesure où il participe à une pensée sociale plus large que la sienne et non moins réelle. Comme chacun perçoit très nettement par la vue et les touchés son propre corps et ceux qui en sont proches, il oppose la netteté de cette perception au sentiment confus qu'il éprouve quand il pense et agit comme partie ou élément d'une population. En effet, toutes nos démarches à cet égard
sont presque inconscientes, c'est Alvax qui écrit, à l'intérieur de vastes ensembles dont nous ne sommes qu'une toute petite unité. L'affinité avec Freud est ici frappante. Peut-on parler de famille de pensée dans cet intérêt commun pour les groupes, les foules, le moi? Y a-t-il ici une part d'inconscient, de cet inconscient qu'élaborera Freud? Dans la présentation de l'ouvrage qu'Alvax a consacré à la morphologie sociale, Alain Girard écrit en 1970 « Nos motifs les plus subjectifs sont, à notre insu, commandés du dehors, avec une force qui vient de ce qu'elle se retrouve chez tous. » L'inspiration freudienne semble encore ici claire. Alvax, dans un texte consacré au moi individuel et au moi social, dans un recueil de textes republié récemment sous le titre « La psychologie collective », emploie là encore des termes qu'il partage avec Freud, celui de moi, de psychologie collective, celui encore de conscience, soulignant, je le cite, que notre conscience est en rapport étroit avec le milieu collectif. Elle lui emprunte une grande partie de son contenu, écrit ainsi Alvax, précisant ailleurs que tous les idéaux et toutes les idées élaborés par la société sont en nous, et pourtant, nous sentons qu'ils ne viennent pas de nous. Et par eux, nous nous rattachons à un monde collectif qui nous domine et nous dépasse. Alvax en déduit alors, il y a en chacun de nous un homme social, qui est le noyau et le support véritable de notre personnalité, concluant un peu plus loin à la présence de deux personnes en chacun, deux personnes opposées, et cependant également vraies. Cet homme social, ces deux personnes opposées en chacun, ne sont pas totalement étrangères à la question du moi et du surmoi chez Freud. Quelles que soient ces contradictions et ces incertitudes, pose ainsi Alvax, nous sommes bien nous demeurons une personne définie et identique. Les raisons avancées par Alvax sur la permanence de cette identité diffèrent clairement de celles de Freud. Elles tiennent en effet à ce que nous avons un nom, une nationalité, un état civil, que nous vivons à une époque et en un lieu bien défini, selon des coutumes, des croyances, des opinions, des façons de vivre, résultant du temps encore, du pays, de la situation sociale. Alvax semble se rapprocher à nouveau de Freud sur la question du rapport du moi au temps. Pour l'un et l'autre, il y a une continuité inaperçue du moi, une continuité entre le moi passé et le moi présent. Alvax concède qu'il s'agit sans doute d'une unité superficielle et toute extérieure, et pourtant, elle accompagne toutes nos démarches, toutes nos manières d'être et de penser, elle les pénètre. C'est dans le cadre stable qui les tient unis dans notre pensée qu'elles se rapportent à notre présent ou à notre passé. Alvax parle alors de cadre social de la personnalité, comme il le fera de la mémoire, du cadre social de la mémoire, tandis que Freud va insister sur le caractère crucial de la mémoire de chacun, de chaque moi, pour retrouver les premières relations, la relation au père, à la mère, dans l'espace de la famille. Alvax rappelle que Blondel a bien montré que philosophes et psychologues n'ont pas réussi à expliquer réellement l'unité et l'identité du moi, faisant ici indéniablement penser à Bergson et à Freud, entre les états de conscience, nous dit Alvax, pas de connexion intelligible, aucun lien que le pur automatisme des associations. Alvax entreprend alors d'aller au-delà de l'analyse de ces psychologues qui ont mis en effet sur le même plan tous nos états de conscience. Il propose alors de réinscrire l'esprit humain dans le milieu social, ce qui va permettre de discerner dans nos états de conscience individuels les représentations, les états, les tendances, les pensées qui sont en nous parce qu'elles sont dans les autres et sont liées aux conditions de la vie collective. C'est le groupe qui les a construits et nous les impose. Il a construit surtout en nous un homme social, un moi social fait tout entier de représentations collectives
qui pénètre la masse de nos états et leur constitue comme un cadre stable. Tel est, nous dit Alvax, le fondement du moi réel, de la personnalité véritable que seule la psychologie collective pouvait nous révéler. Il faut ici souligner que Alvax se pose, tout comme Freud, des questions générales, très générales, sans pouvoir véritablement y répondre de façon précise. Alvax rappelle en effet qu'il s'est toujours interrogé sur la position de la psychologie collective par rapport à la psychologie individuelle, qu'il s'est d'autre part toujours demandé quelle est la place de la psychologie collective dans l'ensemble de la sociologie. Il rappelle que la société étant constituée par la réunion d'êtres humains qui pensent, sentent et agissent en commun, Alvax en conclut que la sociologie porte donc d'abord et surtout sur des idées, sur des croyances, des sentiments, des tendances, c'est-à-dire sur une matière psychologique. Mais la société comprend peut-être tout autre chose. En premier lieu, pour réaliser l'accord, la correspondance entre les pensées, les sentiments et les actes, elle doit se plier à certains dispositifs qui se présentent sous la forme de mécanismes, d'agencements mécaniques. Et bien entendu, on peut songer ici aux techniques du corps de Mauss et se demander s'il n'y a pas déjà un premier moment ici. Pour l'instant, Alvax les définit, les appréhende comme des techniques qui sont le plus apparentes dans le domaine économique. Il parle de techniques de production. Mais il y a aussi des techniques religieuses, juridiques, scientifiques, artistiques. Il y a surtout la technique générale du langage. Et là, bien entendu, on songe à Leroi-Gourhan, à la parole et l'outil. Une fois fixée, elle fonctionne de façon presque automatique, mettant en rapport des choses et des organismes dont les gestes et les mouvements sont alors, et dans l'utilisation de la technique, plus physiques que conscients. Plus tard, ce sont sans doute les dispositifs sur lesquels se penchera à son tour Foucault pour les prolonger. On peut, dans toute institution, distinguer, nous dit Alvax, deux aspects. D'une part, les actes et représentations collectives. Une institution comme la royauté, par exemple, consiste d'abord en l'obéissance au monarque, en la reconnaissance de son pouvoir et de son prestige, en des sentiments d'attachement et de respect. Ce sont là des éléments psychiques. D'autre part, il y a bien entendu la couronne, le trône, le sceptre, les uniformes qui distinguent les dignitaires. Il y a les cérémonies, les lits de justice, les parades à la cour, avec tout le détail bien réglé des étiquettes et des protocoles, c'est-à-dire en somme la forme extérieure de l'institution, des éléments physiques, une morphologie. Admettons donc, nous dit Alvax, que les institutions soient surtout et d'abord des formes, des manières d'être stables et stabilisées. Et c'est là à nouveau qu'on croit deviner Freud. Pourtant, si nous remontons à l'origine de ces structures, nous dit Alvax, ce sont des états mentaux que nous trouvons, représentations, idées, tendances, qui, se stabilisant, se sont en quelque sorte cristallisées. Certes, poursuit encore Alvax, il y a bien des différences à cet égard entre l'institution naissante et l'institution vieillie, alourdie et figée. Dans le second cas, elle s'est en quelque sorte vidée d'une partie de son contenu mental. Pourtant, on ne comprendrait point son existence et ses caractères, le rôle qu'elle a eu, qu'elle peut avoir encore, si l'on n'évoquait pas et ne retrouvait pas la pensée collective qui lui a donné naissance, diminuée à présent en elle, réduite, capable aussi de se réveiller. Si par suite des circonstances, ce qui compte pour la société, c'est l'idée même qu'elle se fait de l'institution dans son aspect extérieur, ce qu'elle évoque pour elle, les gestes et réactions qu'elle peut lui commander. Tout se passe comme si ces groupes, ces populations, prenaient conscience collectivement de leur position dans l'espace. Ni les techniques, ni les faits morphologiques de population ne peuvent être étudiés et expliqués sans qu'on cherche derrière eux des faits mentaux, des faits de psychologie collective. Ce qu'il faut cependant observer,
et ce sera la conclusion de Halbwachs, c'est que le propre des représentations et tendances collectives est de s'exprimer, de se manifester par des formes matérielles, des significations souvent symboliques ou emblématiques. Tout se passe comme si le groupe, la pensée du groupe, ne pouvait naître, subsister, prendre conscience d'elle-même sans l'appui de certaines figures et formes dans l'espace. C'est pourquoi il faut étudier ces manifestations et expressions matérielles. Quant aux sociologues, ce sont les caractères visibles du groupe tout entier auquel s'étend son observation. Là est, me semble-t-il, la différence entre psychologie individuelle et sociale. Mais c'est là aussi ce qui rend possible et désirable la liaison et la combinaison complémentaire de leurs recherches. Car la vie consciente, la vie psychique paraît supposer deux sortes de conditions. Elle est liée à un organisme, mais elle est aussi en rapport avec un milieu social, des institutions, des techniques, des populations. Halbwachs y voit une condition nécessaire à l'existence même de l'individu, car c'est un caractère essentiel des organismes que d'être isolés, séparés matériellement l'un de l'autre, c'est-à-dire de se présenter comme des individus. Halbwachs ferait-il jouer au cadre stable de l'espace institutionnel celui que Freud faisait jouer au cadre familial, à la relation au père, à la mère, à la fratrie, dans le complexe familial? Y a-t-il un lien entre le moi social, le moi individuel et la psychologie collective de Halbwachs et celle de Freud? Freud s'est intéressé au groupe, mais de façon quelque peu indirecte dans Psychologie des foules et Analyse du moi. Dès l'introduction, Freud recourt à des termes de psychologie sociale et de psychologie des foules de façon relativement interchangeable. L'opposition entre la psychologie individuelle et la psychologie sociale ou psychologie des foules, qui peut bien à première vue nous paraître très importante, perd beaucoup de son acuité si on l'examine à fond, nous dit-il. Freud reconnaît, tout comme Halbwachs, que la psychologie individuelle a pour objet l'homme isolé. Dans la vie psychique de l'individu pris isolément, l'autre intervient très régulièrement en tant que modèle, soutien et adversaire. Et de ce fait, la psychologie individuelle est aussi d'emblée et simultanément une psychologie sociale, en un sens élargi, mais parfaitement justifié. Freud va même jusqu'à écrire que toutes les relations qui ont jusqu'à présent fait l'objet privilégié de l'investigation psychanalytique peuvent revendiquer d'être considérées comme des phénomènes sociaux. On saisit ici, bien entendu, la proximité entre l'approche psychanalytique et l'approche sociologique de Halbwachs. C'est quand il va progressivement introduire, sans toujours le poser explicitement, la question de la famille, de l'espace de la famille dans le système patriarcal, que Freud diffère en profondeur. L'individu ne subit jamais que l'influence d'une seule personne ou d'un très petit nombre de personnes dont chacune a acquis pour lui une importance énorme. Il explique alors, dans ces termes, on s'est habitué, quand on parle de psychologie sociale ou de psychologie des foules, à faire abstraction de ces relations et à isoler comme objet de la recherche l'influence exercée simultanément sur l'individu par un grand nombre de personnes avec lesquelles il est lié de quelque manière, alors que par ailleurs, elles peuvent bien, à maints égards, lui être étrangères. Il en tire alors la conclusion suivante. La psychologie des foules traite donc de l'homme isolé, en tant que membre d'une lignée, d'un peuple, d'une caste, d'une classe, d'une institution, ou en tant que partie d'un agrégat humain qui s'organise en foule pour un temps donné dans un but déterminé. Et c'est, poursuit Freud, toutes les relations naturelles qui étant rompues, on en est presque venu à considérer que les phénomènes de foule apparaissent dans ces conditions particulières comme expression d'une pulsion spécifique, irréductible à une analyse poussée, la pulsion sociale, qu'il appelle également l'instinct grégaire, l'esprit de groupe,
qui, dans d'autres situations, ne se manifestent pas. Freud confie alors qu'il ne lui est pas possible de reconnaître au facteur nombre une importance telle qu'il lui serait possible d'éveiller à lui seul dans la vie psychique, une importance telle que ce serait une pulsion nouvelle et ordinairement non activée. Il envisage alors deux autres hypothèses. L'une tient à ce que la pulsion sociale serait non décomposable, non originaire, l'autre à ce que les origines de sa formation pourraient être trouvées dans un cercle plus étroit, comme par exemple celui de la famille. Freud offre alors une argumentation relativement indirecte pour étudier les foules. Il va chercher à appréhender les modes de construction des groupes en prenant le cas de la panique. Quand l'individu est pris de panique, il tente à ne se préoccuper que de lui-même, révélant ainsi qu'il a compris que les liens affectifs qui jusque-là réduisaient pour lui le danger ont cessé d'être. Maintenant qu'il affronte seul le danger, il lui est assurément loisible de l'estimer plus grand. Freud reconnaît qu'on ne devra pas s'attendre à ce que l'usage du mot panique soit déterminé de façon précise et univoque. Parfois, on désigne ainsi l'angoisse de la foule, d'autres fois tout aussi bien l'angoisse d'un individu isolé. Freud s'attache aux foules, mais surtout au phénomène de désagrégation dans les foules, pour en dégager les processus qui y sont à l'œuvre. Il en déduit que la panique apparaît soit quand le danger commun à tous augmente, ou quand cessent les liens affectifs qui maintenaient la cohésion de la foule. Et il en conclut alors que, de toute évidence, la panique signifie la désagrégation de la foule. Et il ajoute que la panique a pour conséquence de faire cesser les égards, nous dit-il, les manières, les formes, et pour reprendre les termes mêmes auxquels il recourt, faire cesser les égards que d'habitude les individus se témoignent les uns aux autres. Et c'est là qu'il va remarquer que les observations de la psychanalyse conduisent à penser que l'absence d'égard est fréquente, inéluctable d'une certaine façon, puisque presque tout rapport affectif intime, de quelque durée entre deux personnes, qu'il s'agisse de relations conjugales, amicales, parentales et filiales, contient un fond de sentiments négatifs et hostiles qui n'échappe à la perception que par suite du refoulement. Freud relève enfin qu'une simple multitude d'hommes n'est pas une foule aussi longtemps que ces liens ne sont pas instaurés en elle, mais on devrait concéder que dans la première multitude humaine venue, la tendance à former une foule psychologique apparaît très facilement. Sur la question du moi, Freud diffère là encore beaucoup plus de Halbwachs. Freud ne parle ni du moi social, ni du moi individuel. Il relève la vulnérabilité, la faiblesse, la dépendance du moi, éprouvé enfant face au père. Le moi gardera des traces de cette vulnérabilité tout au long de sa vie, ce qui ne l'empêchera aucunement de pouvoir être fort. Bien qu'il soit, nous dit Freud, accessible à toutes les influences ultérieures, il conserve pourtant tout au long de sa vie le caractère que lui a conféré son origine dans le complexe paternel. Les représentations que nous avons du moi commencent à s'éclairer. Nous voyons maintenant le moi avec sa force et ses faiblesses. Il est chargé, souligne Freud, de fonctions importantes en vertu de sa relation au système perception. Il établit l'ordonnancement temporel des processus psychiques. En outre, en intercalant les processus de pensée, il parvient à différer les décharges motrices et il domine les accès à la motilité. On est maintenant bien loin du moi que concevait Halbwachs. Le moi évolue ainsi de la perception des pulsions à la maîtrise et à l'inhibition des pulsions. D'un autre côté pourtant, nous voyons ce même moi comme une pauvre créature, devant servir, nous dit Freud, 3 maîtres, et subissant par conséquent la menace de 3 dangers, de la part du monde extérieur, de la libido du ça et de la sévérité du surmoi. On semble aussi bien loin de cette maîtrise des pulsions dont parlait Freud dans le développement contemporain de ces processus qui effacent les frontières dans l'immédiateté et l'illimitation des sociétés contemporaines, du rôle des manières, des égards, des formes,
dans la société, la civilité, l'urbanité. En 23 pourtant, dans Le moi et le ça, Freud s'était une fois encore montré précurseur, reconnaissant que ce que le moi redoute du danger extérieur et du danger libidinal dans le ça, on ne saurait le préciser. Mais il avait cependant tout aussitôt souligné: nous savons que c'est le débordement ou l'anéantissement, mais on ne peut le concevoir analytiquement. La question est de savoir par quelle autre approche le concevoir. En conclusion, je voudrais emprunter à Freud un passage de Schopenhauer qui évoque la nécessité des distances, des formes, des manières, des médiations dans les fonctionnements, dans les relations sociales. Observons comment les individus se comportent affectivement, les uns envers les autres. Dans le même temps, ils aiment être ensemble, mais pas trop proches. Ils craignent la fusion. Il leur faut garder la bonne distance. Il raconte ainsi, dans ces termes, la métaphore des porcs-épics. Par un froid jour d'hiver, des porcs-épics en compagnie se serraient très près les uns des autres pour éviter, grâce à leur chaleur réciproque, de mourir de froid. Bientôt, cependant, ils sentirent leur piquant réciproque, ce qui de nouveau les éloigna les uns des autres. Mais lorsque le besoin de se réchauffer les amena de nouveau à se rapprocher, ce second mal se renouvela si bien qu'ils furent ballottés entre les deux souffrances, jusqu'à ce qu'ils aient finalement trouvé une distance moyenne leur permettant de tenir au mieux. Je vous remercie.